Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3250 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 27 mars avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec l'un, peut-être même le meilleur gardien de l'histoire du football. Il s'agit de l'Allemand Manuel Neuer, il fête aujourd'hui ses 39 ans, bon anniversaire à lui. Et c'est un joueur qui a un palmarès exceptionnel, 11 Bundesliga remportés avec le Bayern, 11 Dominique Club. Donc ça veut dire en gros des trophées sur le territoire allemand, des Coupes d'Allemagne, des Super Coupes d'Allemagne par exemple. Donc en tout il en a 11, 2 Ligue des Champions, 2 UEFA Super Coupe, 2 Coupes du Monde des clubs et bien sûr la Coupe du Monde avec l'Allemagne en 2014. Donc bon anniversaire à Manuel Neuer. Et d'autres anniversaires aujourd'hui comme par exemple tiens, Joselu l'ancien attaquant du Real Madrid, il fête aujourd'hui c'est 35 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé lors de la soirée. Hier soir il y avait de la Ligue des Champions féminine, 2 quarts de finale retour et on commence tout d'abord avec l'Olympique Lyonnais féminin qui joue contre le Bayern féminin. Donc au match aller il y a eu 2-0 pour les Lyonnaises à Munich. Donc là le match retour 4-1, donc du coup score mulé 6-1 pour l'Olympique Lyonnais qui se qualifie tranquillement pour les demi-finales de cette Ligue des Champions féminine. Donc magnifique victoire, donc voici les stats, 19 tirs, 8 tirs cadrés et 4 buts marqués à côté Bayern Munich féminin, c'est une frappe cadrée, un but, elles ont été ultra efficaces. Mais Lyon bien sûr a montré sa puissance et s'est imposé. Logiquement, à noter que le Bayern féminin mène 1-0 à la mi-temps. Donc Lyon, les gars, en l'espace, c'est simple, de 14 minutes, elles ont marqué 3 buts en reprise de seconde période. Et après un autre but un peu plus tard, et du coup, ça fait une magnifique victoire 4-1 des Lyonnaises. Et du coup, Lyon se qualifie pour les demi-finales de cette Ligue des Champions féminine. Mais pas que c'est l'équipe qui a gagné le plus de fois la Ligue des Champions. C'est quand même la 14e fois qu'elle se qualifie pour une demi-finale de Champions League. La saison dernière, elles avaient atteint la finale, elles avaient perdu contre le FC Barcelone et Lyon avec ce match hier, c'était leur 150e match en Ligue des Champions. Et ben elles sont loin devant, par exemple l'équipe d'Arsenal qui a 120 matchs en Ligue des Champions, Wolfsburg 103. Les Lyonnaises, c'est bien sûr la meilleure équipe en Europe du football féminin. Et un autre quart de finale retour, c'est entre Arsenal et le Real Madrid féminin. A noter qu'au match aller, le Real Madrid féminin s'est imposé 2-0 et au match retour, Arsenal a fait, on peut dire, une remontada avec une victoire 3-0 et du coup c'est Arsenal cumulé 3-2 pour elle, du coup qui se qualifie pour les demi-finales et le Real Madrid est éliminé. Pourtant souvent le Real Madrid qui fait on va dire des remontadas en LDC. Avec les filles, elles ont pris une plutôt de remontada. Donc voici les statistiques à 18 tirs, 7 tirs cadrés, 3 buts marqués. Donc ça a été compliqué pour l'équipe du Real Madrid féminin hier. Du côté de Londres où l'ambiance était incroyable, bien sûr, il y avait beaucoup de supporters dans le stade d'Arsenal. Pour suivre cette rencontre, et du coup les Gunners, enfin l'équipe féminine se qualifie pour les demi-finales. Et bien sûr les Jeux du Real Madrid, très déçus. Et du coup, la première demi-finale, on la connaît, ça sera Arsenal contre l'Olympique Lyonnais. Donc sur match aller et match retour. Donc bonne chance bien sûr aux Lyonnaises. Et les deux autres quarts de finale retour, c'est aujourd'hui le Barça contre Wolfsburg. Donc au match aller, les Jeux du FC Barcelone s'est imposé 4 en Allemagne. Donc voilà, quand même plus 3 en avantage et en plus elles reçoivent. Donc ça sent très bon pour une qualification du FC Barcelone. Et l'autre match entre Chelsea et Manchester City, je crois que City s'est imposé au match aller, je crois qu'il y a eu 2-0. Donc les deux équipes qui s'imposeront et se qualifieront, s'affronteront en demi-finale de cette Champions League féminine. On en reparlera bien sûr demain. On continue cette fois-ci, on bascule sur le football homme et aujourd'hui, on sait que la trêve internationale est officiellement terminée et ce soir, il y a un match, en plus un grand club joue, c'est le FC Barcelone qui joue contre Osasuna. C'est ce soir, le 27 mars, souvenez-vous, le Barça, même Osasuna avait fait appel pour que ce match ne se joue pas le 27 mars. Du coup, la Liga dit non, on reste sur cette date-là. Du coup, c'est ce soir, 21h, cette rencontre. Donc, la une du journal sport aujourd'hui, indigné. Voilà, Indignado, c'est Hansi Flick qui fait la une. Donc pourquoi? Parce que les gars, on est quasiment en trêve internationale et le Barça joue ce soir et il ne pourra pas compter sur tous ses joueurs et surtout sur le meilleur joueur du FC Barcelone. Il ne sera pas disponible, ni Rafinha qui a joué, souvenez-vous, avec le Brésil, c'est avant-hier contre l'Argentine, ni Araujo ne joueront. Ils sont sortis, le vol est très long. En gros, ils sont arrivés ce matin, là, aujourd'hui. Ils peuvent jouer potentiellement s'ils sont là. Donc ils sont à Barcelone. Mais avec bien sûr le match qu'ils ont joué à peine dans la nuit d'avant-hier et aussi le long trajet où c'est fatigant, ils ne peuvent pas jouer en gros, ils sont trop fatigués tout simplement. Et après la conférence de presse, Flick s'est blotti contre les journalistes pour exprimer son mécontentement face au manque de repos de ses joueurs tout simplement. Voilà, qu'il y a déjà un match le 27, le Barça rejoue dès dimanche le 30, là dans 3 jours il y a un autre match pour le FC Barcelone contre Girone, donc ça passe pas du tout bien sûr pour Hansi Flick. Et un journaliste lui a posé une question, donc le Real Madrid a refusé de jouer un match 72 heures après un autre match. Et pour vous, cette semaine, il a dit, donc nous sommes le Barça, pas le Real Madrid, et je suis vraiment fier que nous
sommes le Barça, parce que le Real Madrid aussi un coup avait rouspété, parce que le Real avait joué un match le mercredi, souvenez-vous, c'était contre l'Atlético Madrid, le huitième de finale retour, c'était les mêmes au tir au but. Et le samedi à 18h30, ils avaient joué à Villarreal, et ça avait été très compliqué pour le Real Madrid. Hein. Donc pour le Barça, eux, ils disent il y a même moins de temps de repos, et ils se plaignent pas. Enfin, c'est ce que dit tout simplement Hansi Flick, hein, que voilà, nous sommes le Barça, nous ne sommes pas le Real Madrid. Et du coup, en raison des circonstances, Hansi Flick a été obligé de faire jouer ce 11 face à Osasuna. Donc le 11 de départ ce soir pour le Barça, ça sera Chesney, Koundé, Eric Garcia, Inigo Martinez, Baldé. Donc il n'y aura pas d'Araujo, il n'y aura pas de Poku Barsi qui s'est blessé pendant la trêve. Hein. Milieu de terrain, donc il y aura Pedri, Fermin Lopez, Gavi, Ferran Torres à la place du coup de Rafinha qui ne jouera pas, Lewandowski et Lamine Yamal. Donc voilà normalement le 11 attendu hein, pour affronter l'équipe d'Osasuna. Bon, Osasuna ce sera la portée du Barça. Pourquoi? Parce que Osasuna a une victoire sur leurs 15 derniers matchs. Hein. C'est une équipe en grande difficulté, mais le Barça doit faire le taf. En cas de victoire, ce soir le Barça reprendra 3 points d'avance sur le Real Madrid. On revient nous sur la trêve internationale avec quelques infos. Bon, pas résultats, vous connaissez tous les résultats, mais des infos que, voilà, quand même importantes. Hein. Et on va parler tout d'abord d'Alphonso Davies. Souvenez-vous, lors du match hein, de CONCACAF, enfin c'était de la Ligue des Nations, j'ai dit, il était sorti sur blessure et très grave sa blessure. Hein. Saison terminée pour Alphonso Davies. Donc rupture des ligaments croisés du genou pour le Canadien qui sera indisponible au moins 6 mois. Un minimum vraiment 6 mois. Ça peut être même beaucoup plus. Ben, voilà, ligament croisé pour Alphonso Davies lors du match là, contre le Canada qu'il a pu jouer il y a quelques jours. Du coup, voilà, on le reverra peut-être. C'est même pas sûr qu'on le reverra jouer sur cette année 2025. Peut-être retour pour lui en 2026. Mais voilà, gros coup dur. On lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. Au défenseur gauche du Bayern Munich. Et c'est pas fini hein, parce qu'un autre joueur du Bayern également blessé. C'est Dayot Upamecano est forfait pour plusieurs semaines. Le défenseur français blessé au genou. Il s'est blessé lors du match contre la Croatie, lors du dernier match. Donc après Alphonso Davies, le Bayern perd un autre joueur important dans sa défense. N'oubliez pas que là, il y a la fin de saison de Bundesliga. Il y a 2 quarts de finale contre l'Inter Milan où Upamecano et Davids sont 2 titulaires indiscutables hein, de l'équipe de Vincent Kompany au Bayern. Et les 2 sont indisponibles, enfin un très longtemps et l'autre peut-être un peu moins. Mais voilà, ça en parle en plusieurs semaines. C'est catastrophe hein, du côté du Bayern Munich. Officiel, voici la liste des pays déjà qualifiés pour la Coupe du Monde 2026. Donc déjà les pays hôtes, hein, donc Canada, Mexique, États-Unis. Et là sur les derniers jours, on a appris que le Japon, la Nouvelle-Zélande, l'Argentine et l'Iran. Voilà 4 nouvelles équipes qualifiées. Et un petit rappel, donc pour l'instant il y a 7 pays qualifiés. Donc là les 7 sur 48 en tout. Ce serait une Coupe du Monde à 48 équipes. Par exemple la dernière au Qatar il y avait eu 32 équipes. Donc là il y en aura 16 de plus. Donc voilà en CONCACAF hein, par exemple déjà il y en a 3 sur 6 voilà, qui sont qualifiés. En AFC donc sur le continent asiatique 2 sur 8 hein, pour l'instant le Japon et l'Iran. En CONBOL donc 1 sur 6. Donc pour l'instant l'Argentine hein, qui est sûre d'être qualifiée. En OFC donc ça va être l'Océanie à Nouvelle-Zélande. UEFA n'oubliez pas il y aura 16 nations européennes. Donc pour l'instant on ne sait pas, ça vient juste de commencer les éliminatoires. Du côté du continent africain, il y aura quand même 9 équipes qualifiées. Pour l'instant, on ne sait pas. Enfin, c'est en plein éliminatoire actuellement. Et après, il y aura aussi 6 équipes qui passeront par les barrages. Donc voilà, concernant chaque continent, il y a combien de nations qualifiées? Donc c'est bien sûr en Europe où il y a le plus de nations, enfin où tu peux avoir une place hein, avec 16 équipes européennes. Et on va parler d'une équipe, les gars. Le Brésil est-il en danger? Terrassé par l'Argentine. C'est avant-hier une défaite 4-1, on sait. Donc le Brésil n'est pas au mieux. Hein. C'est que normalement, le Brésil aux éliminatoires, c'est premier ou voire deuxième, mais là ils sont quand même quatrième décroché. Hein. Ils ont regardé l'Argentine à 31 points, le Brésil à 21 points, 10 points de retard pour le Brésil. Est-ce qu'ils sont en danger? Bon, je pense pas, hein, parce que voilà, n'oubliez pas, c'est les 6 premiers qui se qualifient. Puis quand on regarde, voilà, le Brésil 21 points et le Venezuela, donc 7e, on va dire le premier non qualifié. Bon, ils joueront quand même les barrages. Hein. Le 7e, ils ont 15 points, donc 6 points d'avance comme pour le Brésil, mais il va falloir quand même gagner des matchs. Hein. Il va falloir arrêter de faire des contre-performances pour le Brésil pour éviter toute mauvaise surprise. Faire une Coupe du Monde sans le Brésil, hein, c'est quasiment impensable. Et du côté toujours du Brésil, on va parler de Dorival, le sélectionneur du Brésil après la lourde défaite 4-1 avant-hier. Donc il a réagi en conférence de presse après la déroute de son équipe hein, la nuit dernière. Donc le technicien, il a dit en gros, voilà, c'est entièrement ma responsabilité tout ça. Et il a également présenté ses excuses aux supporters brésiliens par rapport à cette humiliation en plus contre le pays rival, hein, c'est l'Argentine, Brésil, il y a toujours beaucoup de rivalité et tu prends 4-1 là-bas, donc ça passe pas du tout bien sûr pour les supporters de l'Argentine, du Brésil plutôt, désolé. Et Jorge Jesus, hein, donc l'entraîneur de Al Hilal, est prêt lui à prendre le Brésil après la Coupe du Monde des clubs, la Coupe du Monde des clubs là, qui aura lieu cet été. Donc lui il s'est dit si Dorival, le Brésil ne veut plus de Dorival, lui il est prêt à prendre le Brésil un an de la Coupe du Monde. Donc il avait déclaré lui que Neymar n'avait plus le niveau requis avant son départ à Santos. Puis imaginez s'il prend le Brésil, donc Neymar joue au Brésil, imaginez, il ne prendrait pas Neymar, parce que quand il était à Al Hilal, Neymar, hein, parce que lui c'était son coach, il dit qu'en gros il n'a plus du tout le niveau pour jouer tout simplement à Al Hilal, donc on verra. Mais lui, en gros, il dit que si le Brésil a besoin de lui,
et ben, il irait bien sûr prendre la sélection brésilienne, mais le Brésil plutôt a un autre nom, c'est bien sûr Ancelotti. Le Brésil a de nouveau contacté Carlo Ancelotti pour une arrivée pour l'été prochain. Donc voilà, ils aimeraient l'avoir dès cet été, remplacer Dorival avec Ancelotti, voilà, pour qu'il travaille pendant au moins un an avec le Brésil pour essayer de faire une Coupe du Monde très correcte l'année prochaine aux États-Unis. Et toujours tiens, avec le Brésil, on va parler de Vini Junior lors du match contre l'Argentine, encore quelque chose qu'on n'aime pas voir, hein. Encore victime de racisme. Donc un supporter argentin effectuait des gestes de singe en tribune pour se moquer du Brésilien. Voilà, cette personne-là, enfin on n'appelle même pas ça un supporter. Donc là en plus on le voit bien, hein. On espère qu'il sera identifié par les autorités de l'Argentine et qu'il sera banni de stade tout simplement avec une amende. Voilà, donc voilà, encore des problèmes de racisme, hein, surtout en Argentine, hein. C'est aussi pas la première fois. Et Vini, bon, rien à voir avec ça, hein, le problème là, mais par rapport à l'état actuellement du Brésil, il a dit, hein, aujourd'hui nous arrivons au vestiaire, il n'y a pas grand chose à dire, hein, nous avons très mal joué, l'Argentine a joué un excellent match devant ses supporters, nous devons repenser à tout ce que nous faisons, il ne reste qu'un an avant la Coupe du Monde, j'ai déjà joué une Coupe du Monde et je ne veux pas perdre à nouveau. Voilà, et ça, quand on voit actuellement le niveau que propose le Brésil, on se dit que c'est très compliqué pour eux de la gagner, parce que l'objectif bien sûr du Brésil, chaque Coupe du Monde, c'est de gagner la Coupe du Monde, et là il y a plein d'équipes bien meilleures actuellement que la sélection brésilienne. Leandro Paredes, lui revient sur Rafinha, souvenez-vous, hein, ses propos d'avant-match, hein, donc qui tacle Rafinha de nouveau pour ses propos d'avant-match, donc il n'est pas nécessaire de dire tout ce genre de choses quand on ne peut pas faire ses preuves sur le terrain. Nous on a l'habitude de parler sur le terrain, on continue à faire notre truc. Voilà ce qu'il a pu dire Paredes sur Rafinha, encore un petit tacle, hein, sur le joueur du Barça. Rodrigo de Paul lui aussi, hein, répond à Rafinha. Sur le terrain, nous avons fait ce que nous devions faire. Nous n'avons jamais manqué de respect à personne. Et toutes ces années, nous avons souvent manqué de respect. Nous sommes la meilleure équipe depuis 5 ou 6 ans qui nous respecte. Voilà, bon après quand ils disent ils n'ont jamais manqué de respect à personne. Bon, voilà, je suis pas très d'accord avec Rodrigo de Paul. Et Martinez, les gars, sur Rafinha, ce gamin a besoin d'un peu d'éducation. Voilà, là aussi, c'est le monde à l'envers. Hein, lui qui dit que Rafinha a besoin d'éducation. Peut-être, hein, il n'aurait peut-être pas dû faire ces propos-là, hein, ce qui a surmotivé les joueurs de l'Argentine. Mais lui, les gars, voilà, Martinez, il n'est pas non plus irréprochable, hein, ce qu'il a pu faire, bien sûr, dans le passé. Donc lui aussi a besoin, je pense, d'éducation. Emiliano Martinez, bref. Et Lionel Scaloni, donc lui, le sélectionneur de l'Argentine. Donc lui, il n'aime pas, hein, bien sûr, les dramas, tout ça. Donc lui, il est parti réconforter Rafinha, hein, il n'a pas fait des discours pour dire Rafinha, il n'est capable de dire ça, non, à la fin du match il est parti réconforter Rafinha après le match, hein, et la classe, hein, de Lionel Scaloni, hein, donc je pardonne à Rafinha car je sais qu'il ne l'a pas fait exprès, il défend son pays, donc le Brésil, je suis absolument convaincu qu'il ne voulait blesser personne. Voilà en gros ce qu'a pu dire Scaloni à la fin bien sûr du match, et pour répondre aux propos bien sûr de Rafinha avant la rencontre. Julian Alvarez, tiens, qui a été buteur, l'attaquant argentin, après la gifle affligée au Brésil, hein, donc 4-1, il a dit, hein, peut-être qu'avec Messi, hein, Messi s'il aurait joué, il a dit on aurait pu marquer 2 ou 3 buts de plus, hein, peut-être il y aurait eu 6-7-1, on ne sait pas lors de cette rencontre si Messi aurait joué. Bon, Messi n'était pas là, alors ça c'est encore un pic en plus sur le Brésil, voilà, si Messi aurait été là. Et en parlant tiens de Lionel Messi, hein, il a remis une petite story Instagram, s'exprime vis-à-vis des détracteurs de l'Argentine, il a dit à l'intérieur, à l'extérieur, ou que ce soit avec cette équipe nationale, toujours parler à travers le football. Félicitations pour le grand match d'hier soir et pour la victoire contre l'Uruguay. Donc voilà le message de Lionel Messi sur son compte Instagram en story pour dire que voilà toutes les critiques sur l'Argentine, voilà, que l'Argentine répond sur le terrain. C'est ça qu'actuellement, hein, c'est la meilleure équipe au monde, hein, quand on voit, regardez son premier au classement FIFA, ils ont gagné la dernière Coupe du Monde, ils ont gagné la dernière Copa América, c'est qu'actuellement c'est l'équipe à battre, hein. Cette équipe de l'Argentine, et c'est qu'il y a des sacrés talents comme le fils de Diego Simeone, donc Giuliano Simeone, a marqué son premier but pour l'Argentine dès sa première touche de balle, il est rentré en cours de jeu, quelques secondes après directement but lors de la victoire 4-1. C'était seulement sa 3e apparition en équipe première de l'Argentine, il est désormais marqué pour son pays, donc bien sûr l'Argentine, et pour l'Atlético Madrid cette saison, parce que l'Atlético pour moi c'est quasiment l'Argentine B, hein, c'est qu'il y a beaucoup d'Argentins du côté de l'Atlético avec l'entraîneur, puis même ils recrutent, enfin ils ciblent encore des autres Argentins, hein, regardez, ils ont fait venir Alvarez, il y a Cristian Romero qui est un défenseur de Tottenham qui est pisté par l'Atlético, donc voilà ce joueur les gars qui est en plus entraîné par son père à l'Atlético, donc a été buteur là, ces derniers jours, hein, comme son père l'avait été, hein, bien sûr du côté de la sélection d'Argentine. Eric Dimeco donc lui veut que la France détruise l'Argentine. J'espère qu'il y aura un beau France-Argentine dans un an, Coupe du Monde, hein, pourquoi pas en finale de nouveau, ce serait magnifique, déjà ça, imaginer la France encore en finale, ce serait fou. Bon bref, voilà, il espère qu'il y a un France-Argentine, j'espère que les joueurs vont les mettre sur la table et vont les saccager. On va voir si nous, on a des agneaux ou des loups. Si tu te fais chambrer, que tu te fais marcher dessus,
au-dessus, c'est la fin des haricots. Voilà, en gros, ce qu'il a pu dire. C'est vrai que, voilà, bon, s'il y a de nouveau un France-Argentine, j'espère que la France montrera un tout autre visage que ce qu'elle avait montré pendant 70 minutes lors de la finale. Il y a 3 ans, où la France avait totalement floppé avant le réveil d'un joueur, bien sûr, Kylian Mbappé, qui avait sauvé la France de cette finale et de cette humiliation. On revient aussi sur un autre match sur le continent sud-américain, c'est entre la Bolivie et l'Uruguay, je l'ai dit, hein, le stade, regardez, 4000 mètres d'altitude, aussi haut pratiquement que le Mont Blanc. Donc voilà, pour des joueurs qui n'ont pas l'habitude, c'est très compliqué. Et ça doit vraiment être terrible de jouer dans les hauteurs de Bolivie à plus de 4000 mètres d'altitude. Hein. Donc les Uruguayens étaient carbonisés au bout de 20 minutes de jeu, donc score final 0-0. Voilà, ils n'ont pas réussi à produire du football parce que c'est trop compliqué. Il y a des joueurs qui étaient les mains sur les genoux, ils avaient du mal à respirer. Regardez comme José Maria Jiménez, donc joueur uruguayen de cette équipe, a dû recourir à la bouteille d'oxygène en plein match. Hein. Le stade est à 4150 mètres exactement. Regardez, il est parti chercher une bouteille d'oxygène pour mieux respirer parce que c'est très compliqué d'aller jouer là-bas. Du côté de Bolivie, même pour l'Argentine, même pour le Brésil, à chaque fois qu'ils vont là-bas, ils galèrent. Bon, ça a été le cas pour l'Uruguay il y a quelques jours. Toujours avec cette trêve internationale, on va parler de quelques joueurs qui ont fait leur première. Et quelques-uns ont fait le premier réussi. Hein. Donc Lewis Kelly, donc première avec l'Angleterre à 18 ans, plus il a été buteur lors du premier match de la section anglaise. Désiré Doué, il avait joué le match retour contre la Croatie. Bieret, Bisek, Hudsen ou même Mokyo, c'est que des joueurs qui ont fait leur première avec... soit avec le Danemark, soit avec la France, soit avec l'Espagne. Donc voilà, félicitations bien sûr à tous ces jeunes joueurs. Hein. Et lui aussi les gars, c'est Hassan Diao du côté du Sénégal. Et il a mis un petit message sur ses réseaux sociaux. Donc quelle fierté pour ma famille et pour moi de porter ces couleurs, de représenter mon pays, heureux pour la victoire et le travail de l'équipe. Merci à tous pour l'accueil et le soutien. Allez les Lions, voilà ce qu'il a pu mettre à Hassan Diao après sa première titularisation avec le Sénégal lors du match là, il y a quelques jours. Hein. Et tiens, en parlant du Sénégal, 20 matchs sans défaite pour eux. Le Sénégal détient la plus longue série d'invincibilité en cours. Aucune nation ne fait mieux dans le monde actuellement. Voilà, ça fait 20 matchs d'affilée qui n'ont pas perdu le Sénégal. Même, tiens, on parlait tout à l'heure de l'Argentine, peu importe l'équipe. Voilà, il n'y a aucune équipe qui a 20 matchs actuellement d'affilée sans perdre. C'est le Sénégal actuellement qui a la meilleure série dans le monde. On va parler d'une autre sélection, le Cameroun. Et surtout, les meilleurs buteurs. Le meilleur buteur de l'histoire du Cameroun, hein, c'est Samuel Eto'o, 56 buts. Et Aboubacar, les gars, se rapproche. Il a 48 buts, Aboubacar. Il a marqué un doublé lors du dernier match. Bon, il lui reste encore quelques buts. On va lui dire combien ça fait 8 buts pour égaler Samuel Eto'o et 9 buts pour devenir le meilleur buteur de la sélection camerounaise, hein, ce qui pourrait être le cas. Je pense qu'il va le faire, Aboubacar, parce que c'est un très grand buteur. Et toujours, tiens, sur le continent africain, les 9 nations provisoirement qualifiées, j'ai dit, hein, il y avait 9 équipes africaines qui allaient être qualifiées pour la Coupe du Monde. Et pour l'instant, si on regarde dans chaque poule, les équipes actuellement en tête, et ben ça serait ça. Il y aurait l'Égypte, la RDC, le Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Tunisie, Ghana, Algérie, Maroc et l'Afrique du Sud. Bon, ça n'a pas encore beaucoup bougé parce qu'il reste encore quelques matchs bien sûr d'éliminatoires, mais par exemple des équipes comme, je crois que c'est le Maroc, hein, qui a que des victoires, je sais plus, ils ont 7 ou 8 points d'avance sur le deuxième. Donc il y a des équipes où ça sent très bon, bien sûr, la qualification pour la future Coupe du Monde. Et toujours, tiens, du côté du continent africain, on va parler également de la Côte d'Ivoire, qui renonce à organiser la CAN U20 à un mois du début de la compétition. Ça, c'est un gros coup dur. Là, il y a la CAN U20, tiens, qui va commencer fin avril. Et donc déjà, de base légale, elle aurait dû être jouée, cette CAN U20, en Afrique du Sud. Donc l'Afrique du Sud a dit ils ne veulent pas l'organiser. Du coup, la CAF a cherché un autre pays hôte, donc la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, du coup, à un mois du début de la compétition, on dit aussi c'est pas possible, on ne peut pas l'organiser. Et du coup, on ne sait pas où se déroulera, hein, cette CAN U20 qui commencera jeudi d'à peu près un mois. On continue, on revient nous en France. Tiens, on va parler du complément d'enquête. Hein, j'avais dit il y a quelques jours, j'ai dit tiens, le jeudi 27, donc, tiens, c'est aujourd'hui, sur France 2 ce soir, hein, si vous voulez suivre l'enquête, c'est à 23 h, ça commence. Et il y a en gros un truc sur le PSG, hein, donc pouvoir, scandale et gros sous, les hors-jeux du PSG. Donc je pense que demain, hein, demain les gars, on parlera de beaucoup de ce qui a été dit, hein, dans cette émission. Donc Véronique Rabiot, hein, donc la mère d'Adrien, sera sur le fauteuil rouge, hein, pour le complément d'enquête de Nasser. Parce que là c'est Nasser bien sûr, c'est un complément d'enquête sur lui. Et Véronique Rabiot, qui n'aime pas trop Nasser, surtout par rapport à ce qui s'est passé au parc, hein, souvenez-vous, avant la trêve. Donc elle va réagir par rapport à Nasser, elle va dire des choses. Voilà, donc je pense que voilà, il va falloir suivre, hein, cette émission, sinon de toute façon je vous dirai demain les choses les plus marquantes. Donc voilà, c'est ce soir 23 h, hein, voilà, ce complément d'enquête. Et toujours sur ce complément d'enquête, donc Fabien Toiti, réalisateur du complément d'enquête sur Nasser, affirme que l'armée numérique au PSG a bien existé, basée en Tunisie, plus d'une soixantaine d'hommes
était payé pour tweeter contre les ennemis du PSG. On dit que c'est... Enfin ça, on en apprendra ça ce soir, mais on le sait déjà. En gros, là, quelques heures avant. Donc des faux comptes Twitter recevaient en direct les ordres de l'ancien directeur de la com du PSG pour mettre des coups de pression sur les ennemis du PSG, ceux qui critiquaient le PSG. En gros, il y avait 60 personnes basées en Tunisie qui étaient sur Twitter et qui mettaient plein de messages sur ceux qui étaient contre le Paris Saint-Germain. En gros, c'était l'armée numérique du PSG qui aurait bien existé. Voilà, ils étaient payés par le Paris Saint-Germain. Voilà, ça aussi, je pense qu'on en saura un peu plus ce soir. Et toujours, tiens, avec Nasser, bon, rien à voir avec le complément d'enquête de ce soir, mais Nasser a invité tous les anciens présidents du PSG pour le match PSG-Aston Villa, qui aura lieu, tiens, dans à peu près un peu moins de 2 semaines. Donc, le prince William et Tom Hanks, donc fans d'Aston Villa, vont aussi être conviés pour ce match aller, ce match de Ligue des Champions, qui se jouera au Parc des Princes. On continue avec des autres infos. Et tout d'abord, Arda Güler, tiens, le profil recherché par Aston Villa. Voilà, Arda Güler, on ne sait pas s'il va rester partir, même si lui, il souhaite réussir. Du côté du Real Madrid, ça c'est sûr. Mais on ne sait jamais, avec son temps de jeu très faible, peut-être il se dit l'année prochaine, peut-être il faut que j'aille ailleurs pour avoir du temps de jeu. Et bien, Aston Villa serait très intéressé par le jeune Turc. Fabio Grosso, il a dit à Marseille, j'ai compris ce que voulait dire mourir sur le coup. Souvenez-vous, le caillou qu'il avait pris. Il n'avait pas pris un caillou plein de tête, mais en gros, c'est un caillou qui avait cassé la vitre. Et du coup, la vitre a explosé et plein de morceaux de verre avaient fini dans son visage. Il revient sur l'attaque du bus. En octobre 2023, il a dit les Ultras de Marseille avaient lancé une bouteille contre notre bus juste au moment où je m'étais tourné pour baisser le rideau. Et cela m'a peut-être sauvé la vie parce que sinon la bouteille m'aurait atteint à la tempe. C'était pas un caillou, c'était une bouteille. Bon, c'est pareil, c'est inadmissible. Elle m'a touché sous l'œil gauche et je m'en suis tiré avec 15 points de suture. À cette occasion, j'ai compris que cela signifie risquer de mourir sur le coup. C'est l'histoire d'un instant, d'une situation qui prend une tournure plutôt qu'une autre. Hier, on m'a retiré 3 autres morceaux de verre que les médecins français avaient oubliés. Voilà, comme c'est terrible ce qu'il avait eu à Fabio Grosso. Voilà, ça l'a traumatisé, on peut le comprendre. N'oubliez pas que le match n'avait pas été joué. Il avait été décalé à une date ultérieure. Le Real Madrid et les transferts libres, une vraie histoire d'amour. C'est vrai que quand on voit des David Alaba, des Rudiger, des Kylian Mbappé bientôt, Alexander Arnold, tous ces joueurs sont arrivés pour 0 € du côté du Real Madrid. Chaque année, le Real fait un gros coup. Donc là, ça sera Alexander Arnold. L'année dernière, il y a eu Mbappé. 2023, il n'y a eu personne. Ils avaient recruté plutôt Jude Bellingham qui avait coûté cher. 2022, il y a eu Rudiger. Alaba en 2021. Donc là, Trent Alexander-Arnold pour cette année. Des nouvelles qu'il y a de David Trezeguet, ancien attaquant de l'équipe de France, envisage d'être candidat à la présidence de River Plate. Voilà, une équipe du côté du championnat argentin. Voilà, donc il aimerait être président de cette équipe, donc on lui souhaite bonne chance. Les arbitres de Première Ligue touchent en moyenne 24 000 € par mois. Voilà, si vous voulez voir à peu près combien touche un arbitre en Première Ligue. Bon, c'est une belle somme d'argent. Après, on sait qu'ils ont beaucoup de responsabilités, bien sûr. Les arbitres, surtout dans un championnat comme le championnat anglais. Arsenal entre dans la course pour recruter Jorel Ato, donc défenseur central et tout jeune, je crois qu'il a 19 ans à peine. Donc en provenance de l'Ajax, le crack néerlandais est également pisté par Liverpool. Donc voilà, Arsenal et Liverpool s'intéressent à ce joueur qui devrait normalement quitter l'Ajax lors du prochain mercato. Le maillot domicile de l'Atlético Madrid pour la saison prochaine a fuité. Bon, voilà, il ressemble beaucoup à celui de chaque saison, bien sûr. Du blanc, du rouge, Raid Air et toujours sponsorisé par Nike. Donc voilà, normalement le futur maillot de l'Atlético Madrid. Officiel, le PSG s'installe à Station F. C'est quoi ça? Donc le club veut avancer dans le secteur de l'innovation pour faire progresser la fan expérience et imaginer le stade de demain. Station F, c'est quoi? Donc, bon, vous pouvez voir, en gros, c'est une start-up. En gros, c'est le QG de l'innovation à la française. Et maintenant, le PSG vient y poser ses crampons avec son propre accélérateur. Voilà, en gros, le PSG investit là-dedans. Voilà, encore quelque chose de Paris Saint-Germain investi. Et le PSG, les gars, c'est pas fini pour également investir. En plus de Station F, dans une autre équipe, enfin QSI pour investir, le propriétaire du PSG, donc QSI est en passe de racheter Malaga, donc une équipe espagnole. Donc les deux parties sont en négociation avancée autour d'un accord estimé à 100 millions d'euros pour acheter cette équipe qui évolue actuellement en D2 espagnol à Malaga. Il y a quelques années, ils étaient en Ligue des Champions, je crois même, ils avaient un coup atteint les 8e de finale à LDC. Bon, depuis ça a été un peu plus compliqué, c'était descendu en D3. Là, je crois surmonter maintenant, on peut voir surmonter en D2, mais bon, c'est une équipe en difficulté. Donc QSI s'intéresse au club de D2 espagnol pour son statut d'hôte de la Coupe du Monde 2030. Vous savez qu'il y a la Coupe du Monde 2030, donc ça se jouera au Maroc, au Portugal et en Espagne. Et Malaga sera une ville hôte, il y aura des matchs de la Coupe du Monde à Malaga. Pour ça aussi que QSI s'intéresse à cette équipe. Donc ce projet de modernisation du stade et son potentiel de marché, voilà, il pourra investir en plus du PSG dans cette équipe de Malaga. Voilà, c'est la 6e plus grande ville comme aussi d'Espagne, derrière bien sûr Madrid et Barcelone qui sont les 2 plus grandes villes. Donc voilà, c'est
Je trouve que c'est un projet intéressant. QSI pourrait acheter très prochainement cette équipe. QSI étudie cependant d'autres pistes. Un projet aussi en Belgique est également en cours de négociation. Donc voilà, il n'y a pas que le PSG, on va dire, pour Qatar Sport Investissement. Christopher Nkunku pourrait quitter Chelsea cet été. Par rapport à son temps de jeu qui est faible, c'est vrai qu'à Chelsea, les gars, il y a tellement de joueurs sous contrat que voilà, pour jouer tout le temps, être un titulaire indiscutable, un peu comme Cole Palmer, il faut être bon chaque week-end. Et Christopher Nkunku, c'est un peu compliqué pour lui, donc il pourrait peut-être partir et aller dans un club où il pourrait vraiment jouer quasiment tous les matchs. Des nouvelles aussi d'André-Pierre Gignac, à 39 ans. Gignac ne veut toujours pas prendre sa retraite, il a bien raison, il se sent bien, pourquoi pas continuer. Donc à 39 ans, l'attaquant français veut poursuivre l'aventure avec les Tigres. Je me sens capable de jouer encore une année de plus et j'ai encore beaucoup de force, je pense être encore dans le coup. Voilà, qui continue, bien sûr. Nous, on aime les joueurs qui restent longtemps. Après, bien sûr, si un joueur arrête sa carrière comme, je sais pas, Varane qui a 31 ans, chacun fait comme il veut, mais lui, s'il se sent bien, s'il veut encore jouer, voilà, l'équipe des Tigres profitera encore de Gignac. Southampton demanderait 120 millions d'euros pour Tyler Dibling, un jeune anglais, mais voilà, 120 millions d'euros. C'est quand même une énorme demande d'argent. Donc United, un cible international espoir anglais. Après, est-ce que Manchester mettrait cet argent? Oui, il serait capable de mettre cet argent-là, Manchester. Parce que je pense que le club est très mal géré depuis quand même quelques années. Donc après, est-ce que le joueur après vaut 120 millions d'euros? Ça m'étonnerait. Après, voilà, on sait que les joueurs anglais qui jouent en première ligue ont des valeurs marchandes très très hautes. La nouvelle photo de profil d'Instagram d'Ousmane Dembélé, de lui avec Gavi, son ancien coéquipier au Barça. Quand les deux joueurs évoluaient ensemble au Barça. Donc il a changé ça. Dembélé, il avait une photo avant de lui, peut-être avec le maillot du PSG, j'en sais rien. Mais il a mis cette photo-là quand il était au Barça avec Gavi, où il a encore des très bonnes relations avec Gavi. Son ancien collègue du côté du FC Barcelone. On va parler de la famille de Marquinhos et toutes nos pensées vont ce soir vers Marquinhos et sa femme. On a pris ça hier. Carole Cabrino, victime de la perte de leur 4e enfant à la suite d'une fausse couche. Donc voilà, terrible ce qu'on a appris hier sur la famille Marquinhos. Donc on leur envoie beaucoup de force bien sûr parce que la période doit être très compliquée. Sami Beja, donc le joueur qui est à côté de Jonathan Reu, donc il a seulement 14 ans, le petit est là à droite. Il s'est entraîné avec les pros de l'Olympique de Marseille. Il est né en 2010. Et il s'entraîne déjà avec les pros. Bon, j'ai pas dit qu'il allait jouer là dans quelques jours avec Marseille, mais déjà quand tu t'entraînes à 14 ans avec les pros, c'est que tu as quelque chose, je pense, en plus que les autres joueurs qui ont 14 ans comme toi. Donc voilà, peut-être un nom à surveiller, ce Sami Beja. Voilà, peut-être pépite du côté de Marseille. Manchester United écoutera les offres pour Onana. Donc Ruben Amorim ne s'opposera pas à son départ cet été, le coach de Manchester. Donc le Camerounais n'envisagerait de partir que s'il lui disait qu'il n'entre plus dans les plans et que Manchester, en gros, voudrait un autre gardien. Sinon, il restera, mais voilà. Sinon, si une belle offre arrive, il pourrait quand même être vendu. André Onana. On va parler du collectif Ultra Paris, donc le CUP, a sorti un communiqué. Voilà, donc pour le PSG, pour le Parc des Princes, pour Paris, en gros, le communiqué du CUP pour interpeller les candidats et futurs candidats à la mairie de Paris. Bon, je vais pas tout lire, en plus en tout petit, mais en gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est par rapport au stade. Vous savez que le PSG actuellement, enfin que QSI aimerait construire un nouveau stade. On parle beaucoup de la ville de Massy dans le 91 qui pourrait peut-être être le lieu parfait pour reconstruire un nouveau stade. Donc pour les supporters du PSG, c'est hors de question. Pour le PSG, c'est le Parc des Princes. Ils veulent continuer tout simplement au Parc des Princes et ne pas aller jouer bien sûr dans un nouveau stade. On va parler d'Antoine Griezmann en fin de contrat en 2026. Griezmann dans un an. Et on apprend aujourd'hui qu'il est plus proche de rester que de partir de l'Atlético Madrid. Les deux parties aimeraient rester ensemble, bien qu'aucune d'entre elles n'avait fait de proposition concrète à l'autre. Mais voilà, il pourrait rester peut-être une année de plus. Griezmann peut-être jusqu'à la fin de son contrat en 2026. Et parce qu'il a un rêve, c'est de jouer aux États-Unis, peut-être au Los Angeles FC. Mais ce serait peut-être pas pour cet été, peut-être pour l'été plutôt 2026. On va parler de Vini Junior, donc les auteurs des gestes racistes à l'égard de Vini lors de la rencontre Real Sociedad-Real Madrid le 26 février dernier ont été condamnés à une amende et une interdiction de stade. On parlait tout à l'heure déjà de Vini avec des supporters argentins, des problèmes de racisme. Et là aussi on revient, c'est un match entre le Real Sociedad et Real Madrid. Ça avait été un match de Coupe du Roi, souvenez-vous, le Real Madrid s'est imposé 1-0. Et il y a eu des gestes aussi, des problèmes racistes dans le stade. Donc les personnes, là où les personnes ont été identifiées, amende à interdiction de stade. Voilà, donc les choses bougent en Espagne et tant mieux. Le Bayern Munich cible Bradley Barcola, Hugo Ekitike cet été. Cependant, il faudra d'abord des départs pour recruter les deux joueurs. Voilà, on apprend ça d'après Bild. Bild, les gars, c'est quand même un journal sérieux. Ça équivaut au journal L'équipe en France. Voilà, Bild, c'est le journal sportif le plus suivi en Allemagne. Ils disent que le Bayern cible par exemple Barcola. Après Hugo Ekitike, ça peut pourquoi pas, il joue en Allemagne, à Francfort. Et Barcola, je vois pas du tout le PSG
Lâcher Barcola, je ne vois pas Barcola partir l'été prochain dans une autre équipe. Après, on ne sait jamais, c'est le mercato. Raúl Asensio, de retour à l'entraînement au Real Madrid. Lui qui a joué 0 minutes lors des 2 matchs de l'Espagne contre les Pays-Bas. Donc de retour au Real pour préparer le prochain match du Real, c'est après-demain. On est le 27, c'est samedi à 21h contre l'équipe de Leganés à domicile. Et en parlant de ce Raúl Asensio qui était en octobre dernier avec l'équipe B, personne, enfin pour ceux qui suivent un peu le foot, peut-être qu'il y en a qui le connaissaient, mais sinon personne ne le connaissait et depuis il est beaucoup connu. Donc Raúl Asensio aurait prolongé au Real Madrid. Bon, pour l'instant on n'a pas vu encore l'officialisation. Le crack issu de la Fabrica serait désormais lié à la Casablanca jusqu'en 2029. D'après Fabrizio Romano, j'ai vu qu'il aurait monté son salaire à 6,2 millions d'euros. Et la dernière année de son contrat, parce qu'il prolongera jusqu'en 2029, il devrait toucher jusqu'à 9 millions. Voilà, Raúl Asensio, alors qu'il touchait pratiquement rien du tout, enfin pas grand chose quand il est en équipe B. Donc voilà, grosse augmentation de salaire et surtout aussi sa clause libératoire passe de 50 à 100 millions d'euros si une équipe est intéressée par le jeune défenseur du Real Madrid. Tu as toujours avec le Real pousse aussi pour un joueur, c'est Martin Zubimendi, joueur de la Real Sociedad, milieu de terrain. Et le Real Madrid aimerait le recruter lors du mercato, donc il a une clause libératoire à 60 millions d'euros, activable l'été prochain. Un arbitre amateur suspendu 4 mois pour avoir critiqué Jérémy Stinat, souvenez-vous, cet arbitre entre Auxerre et Marseille, c'était à peu près un mois où Longoria il a fait un championnat de mer, tout ça il avait dit. Donc c'était cet arbitre qui a été beaucoup critiqué. Et en gros, un arbitre amateur était suspendu. Donc à l'issue de Auxerre-OM, cet arbitre de district avait écrit sur ses réseaux sociaux, donc la France entière a vu que le match de Monsieur Stinat était indigne d'un arbitre professionnel ou encore il serait temps que cette hypocrisie cesse. Ce que nous devons craindre dans le football amateur, c'est que les arbitres soient dégoûtés. La commission de discipline de son district l'a alors suspendu 4 mois pour ses propos, voilà, qu'il a pu mettre sur ses réseaux sociaux. Et du coup, pendant 4 mois, cet arbitre amateur ne pourra plus arbitrer par rapport à ce qu'il a dit sur l'arbitre Jérémy Stinat. On va parler de la Coupe du Monde des clubs qui va commencer, là c'est au mois de juin prochain. Et le vainqueur de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA empochera 117 millions d'euros. C'est énorme. Les meilleurs clubs européens donc déjà devraient recevoir jusqu'à 35 millions d'euros rien que pour leur participation. Par exemple, tiens, le club comme le Real Madrid, comme le PSG par exemple, à Manchester City, toutes ces équipes-là qualifiées, c'est directement 35 millions d'euros direct. Même si tu perds tes 3 matchs de poule, tu as au moins 35 millions d'euros parce que tu vas jouer cette compète. C'est énorme, 35. Donc des bonus sont également prévus en cas de victoire, un peu comme la Ligue des Champions quand tu gagnes un match de LDC. Je crois que c'est 2 ou 3 millions de plus. Un match nul, je crois que ça doit être à peu près 1 million. Une défaite, ça doit être 100 000 euros. Donc là aussi, si tu gagnes un match, tu auras des bonus en plus, des 1, 2 millions en plus des 35 où c'est déjà fixe. Donc les clubs participants devraient se partager au total un peu plus de 930 millions d'euros pour toutes les équipes. Donc voilà, c'est le jackpot. N'oubliez pas que cette Coupe du Monde des clubs, première fois que ça se déroule comme ça avec 32 équipes. Donc ça sera après tous les 4 ans comme une vraie Coupe du Monde des pays. Donc là c'est en 2025, prochaine édition, ça sera en 2029. Et on finit les gars cet épisode avec 2 questions de fin. Tout d'abord celle-là, choisis 2 défenseurs à leur prime pour former ta charnière défensive. Là il n'y a que des top défenseurs centraux, des joueurs actuels, ou des joueurs, enfin plus trop de joueurs actuels, parce que la plupart ont pris leur retraite, voilà, des légendes, donc il faut en prendre 2, donc moi je pars directement sur Sergio Ramos, déjà lui, directement c'est pour moi le meilleur défenseur de l'histoire du football, donc je mets Ramos, et après tu as le choix, tu as du Ferdinand, tu as du Vidic, tu as du Maldini, tu as du Thiago Silva, bon je vais prendre Ramos avec Maldini, voilà, une charnière comme ça, Ramos-Maldini, pour moi voilà, c'est peut-être la meilleure de l'histoire du football. Et pour finir, tiens, une autre question de fin, parmi ces 3 joueurs choisissez, donc un titulaire, un remplaçant, un mise en vente, donc on peut avoir les 3 joueurs, un haut de garde, Phil Foden avec Cole Palmer, donc pour moi le titulaire, vraiment à son prime, le meilleur, qui a été au plus haut niveau, Phil Foden, à son prime, je vous ai dit, quand il est peut-être pas là cette saison, même pas du tout, mais peut-être la saison dernière ou il y a 2-3 ans, vraiment quand il est à son prime, pour moi c'est le meilleur des 3. Deuxième les gars, je partirai sur Palmer et troisième je partirai sur Odegaard. Il faut faire un choix, c'est mon choix. Et c'est comme ça, donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve nous demain, bien sûr, demain vendredi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.